À la une ce soir, la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial s'ouvre demain vendredi au Canada. Le chef de l'État ivoirien va faire une communication sur la construction des systèmes de santé ouverts à tous. Elle était l'invitée des grands rendez-vous du gouvernement. 3 jours après la rentrée des classes 2016-2017, la ministre Kandia Camara fait le point des réformes entreprises pour redynamiser l'éducation nationale. Le directeur du Trésor public annonce la création d'un compte unique de l'État pour notamment faire face à la dette intérieure et mieux financer les structures et institutions ivoiriennes. Il a aussi question de réduire les délais de paiement des factures de l'État. La santé des candidats à la présidentielle américaine s'invite dans les débats. Après l'annonce de la pneumonie d'Hillary Clinton, son équipe a publié un long bulletin médical qui dit qu'elle est en bonne santé. Donald Trump a lui aussi publié son bulletin médical positif. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin. Il sera au Canada pour la 5e conférence sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Le chef de l'État ivoirien va faire une communication. Elle va porter sur la construction des systèmes de santé ouverts à tous. Il doit ensuite se rendre à New York le samedi 17 septembre pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre ivoirien a rencontré la coordonnatrice du mouvement mondial SUN. Elle a encouragé la Côte d'Ivoire à se positionner comme un leader dans la région au plan nutritionnel. Daniel Cablon-Duncan a ensuite reçu le PCA de SICABL, une structure spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de câbles. Sidonie Davila. Les audiences du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan ce jeudi ont débuté avec la coordonnatrice du mouvement mondial SAN, qui est le mouvement pour le renforcement de la nutrition au niveau mondial. La Côte d'Ivoire, membre depuis 2013, veut faire progresser la nutrition au niveau national. Un engagement dont s'est félicitée la coordonnatrice du mouvement. La Côte d'Ivoire peut également faire beaucoup pour la nutrition au niveau régional et peut devenir un champion au niveau régional pour la nutrition. Donc je suis ravie et enchantée d'être là, présent avec vous pour le lancement de ce plan très important en faveur de la nutrition. Après le mouvement mondial SAN, c'est une délégation de la société SICABL qui a été reçue par le Premier ministre. Ces dernières années, la société ivoirienne de câbles amorce une nouvelle ère de développement de son réseau. Daniel Cablon-Duncan et les dirigeants ont évoqué les secrets du succès de cette entreprise. Nous avons pu présenter le groupe Prismian, partenaire de longue date, avec lequel la SICABL a pu développer ses moyens de production actuels. Le Premier ministre a bien reçu nos messages. Il nous félicite pour les 40 ans de la SICABL, qui aujourd'hui est un vrai succès industriel. SICABL, basé à Abidjan, fabrique des câbles basse tension en aluminium et en cuivre pour les applications dans l'industrie, le bâtiment, les infrastructures et les réseaux aériens, voire souterrains. Nous sommes au 3e jour de l'année scolaire 2016-2017. La ministre de l'Éducation nationale, invitée des rendez-vous du gouvernement, est revenue sur les réformes en cours dans le domaine de l'éducation. Kandia Camara a fait le point de ces 4 années à la tête du ministère. L'objectif étant de doter la Côte d'Ivoire d'un système éducatif performant. Herman Yamia. Près de 2 heures d'exposés et d'échanges ont suffi à Kandia Camara pour faire le bilan de ces 4 années à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Kandia Camara relève d'abord que les crises successives qu'a connues le pays ont plongé l'école dans un état désastreux. Le nombre d'infrastructures était insuffisant et l'existence se trouvait dans un état de dégradation avancée. Nos établissements souffraient d'un grave déficit en enseignants au préscolaire, au primaire ainsi qu'au secondaire. L'environnement moral et le cadre physique de l'école étaient malsains et inadéquats du fait de nuisances et de pratiques de toutes sortes. Kandia Camara souligne que de nombreuses actions ont été menées pour redonner à l'école une image plus reluisante. Entre autres, la réhabilitation et la construction de nombreuses infrastructures scolaires, suivies des distributions gratuites de kits scolaires à tous les enfants du primaire.
Sur la période 2011-2016, le ministère de l'Éducation nationale a accru l'offre éducative à travers la construction de 19 249 salles de classe du primaire, 170 établissements secondaires construits, 100 logements pour maîtres, 2 CAFOP, des infrastructures administratives, c'est-à-dire des bureaux d'IEP, etc. Et au titre des réhabilitations d'infrastructures, de 2011 à 2016, ce sont 45,61 milliards de francs CFA qui ont été consacrés à la réhabilitation. Il convient de noter l'écriture, la numérisation et la mise en ligne des nouveaux programmes éducatifs. Autre sujet qui a retenu l'attention des intervenants au cours de cette conférence, le retour des cours le mercredi pour les élèves du primaire. Nous avons participé à une évaluation organisée par la Confémen, le PASEC. Et quand on a donné les résultats de cette évaluation, la Côte d'Ivoire a été classée dernière sur tous les pays francophones. Et surtout que le dernier PASEC a démontré clairement qu'en Côte d'Ivoire, plus de 82% des élèves avaient un niveau insuffisant en lecture, en écriture, donc en français. L'emploi du temps qui était en vigueur jusqu'à l'année scolaire 2015-2016, c'est-à-dire l'année dernière, avec les 4 jours d'enseignement, l'enseignant n'avait que 20 minutes pour enseigner l'écriture, la lecture, le calcul. Que peut-on enseigner à un élève en 20 minutes? Surtout avec les effectifs que nous avons. Kandia Camara précise donc que cette mesure n'est orientée contre personne, mais plutôt pour rendre le système éducatif ivoirien performant. À ce jour, environ 500 000 élèves ne se sont pas encore inscrits en ligne. Une rallonge d'une semaine, soit à partir de ce jeudi 15 septembre, leur a été accordée. Passé ce délai, le site sera définitivement fermé selon les responsables du ministère de l'Éducation nationale. La distribution de kits scolaires, une des actions phares du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, ce sont plus de 3 millions de kits qui vont être distribués aux élèves partout dans le pays. La ministre Kandia Camara a procédé au lancement de la distribution gratuite de ces kits à tous les enfants inscrits dans les établissements publics. La cérémonie officielle a eu lieu au groupe scolaire à Bobo Nord. Le 19 septembre, soit une semaine après l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle va faire sa rentrée des classes. Lors de la rentrée solennelle des acteurs du système, le ministre a annoncé des réformes. Charles Tatou. Les élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reprennent le chemin des classes le 19 septembre prochain. Mais avant, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi, a voulu partager sa vision. Occasion pour les représentants des organisations syndicales, des fondateurs des établissements privés et des partenaires techniques financiers de réaffirmer leur soutien. La coordination voudrait par ma voix vous exprimer toute sa disponibilité à vous accompagner tant au niveau des réflexions que des justes réformes que vous avez entreprises pour un enseignement et une formation de qualité. L'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation donc soutient et accompagne la réforme du secteur de l'éducation et de la formation. Le ministre Paul Kofi a mis à profit cette rencontre pour annoncer des innovations qui vont s'opérer dans l'enseignement technique. Une dizaine de réformes ont été identifiées, dont les plus importantes, c'est l'introduction du système d'alternance dans notre ordre d'enseignement. Nous allons pouvoir l'expérimenter sur 10 établissements. Et en plus de cela, nous allons, dès cette rentrée, mettre en place un groupe de travail qui va lancer la procédure de mise en place des prépas au niveau du CM2, pour que les enfants puissent, à partir du CM2, pouvoir s'orienter, soit dans l'enseignement général ou dans la formation professionnelle et l'enseignement technique. 6 nouveaux centres de formation professionnelle d'un coût global de 42 milliards de francs CFA vont naître dans les mois à venir. Pour financer les projets de l'État,
Le Trésor public a mobilisé 670 milliards de francs CFA à la fin juillet 2016, sur les 1388 milliards attendus pour cette fin d'année. Le directeur général du Trésor était face à la presse. Il a aussi annoncé la création d'un compte unique de l'État afin de faire face à la dette intérieure et aussi de mieux financer les structures et institutions de l'État. Francis Boifo. Accélérer la modernisation des outils de gestion, accroître et pérenniser les capacités de financement de l'État, renforcer les capacités du bien-être social du personnel, améliorer la transparence et la bonne gouvernance. Les objectifs du nouveau directeur général du Trésor, Assaouré Konan Jacques. Il a annoncé la mise en place d'un compte unique contre 3200 comptes publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. La direction générale du Trésor a également l'ambition de réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs de l'État, actuellement de 90 jours. Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. Pour lutter contre la corruption, un numéro vert est mis à la disposition des usagers. Selon le directeur général du Trésor, c'est le 8000 10 10. Concernant la mobilisation des capitaux, Assaouré Konan Jacques s'est engagé à atteindre les objectifs d'ici à décembre 2016. Sur 1388 milliards de francs CFA à mobiliser, 670 milliards l'ont été à fin juillet dernier. Dans le domaine agricole, la première responsable du Conseil Café Cacao était elle aussi face à la presse. Elle a dressé un bilan suite aux réformes entreprises dans la filière. Et un des points importants reste la stabilisation du prix aux producteurs. Noël Niagno passe au scanner ces 4 années de réforme de la filière café-cacao. Réguler, stabiliser, développer. Voici 4 campagnes que ces verbes sont conjugués par le Conseil du café-cacao pour redonner espoir aux producteurs de l'or brun et des cerises de café. Comment, avec quels moyens, quels sont les acquis, les insuffisances? Madame Massangué Touré-Litse, directeur général du Conseil Café-Cacao et ses plus proches collaborateurs ont répondu à ces différentes interrogations des journalistes de la presse nationale et internationale, cela 2 heures durant, avec en pole position les actions socio-économiques. La recherche du bien-être du producteur est le fait marquant saillant de notre réforme. Aujourd'hui, le prix est annoncé, il est obligatoire et il est à respecter sur toute l'étendue de la zone de production de cacao. Le paysan bénéficie de mesures d'accompagnement. En 4 ans, c'est 81 ambulances qui ont été données dans toute la Côte d'Ivoire. En termes d'éducation, c'est 40 écoles que nous avons construites. En 4 ans, nous avons distribué 81 000 skis scolaires. On a réhabilité environ 8000 km de pistes de desserte agricole en 4 ans. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, nous avons des activités dans ce domaine. Avec la nouvelle campagne, le Conseil a décidé de corriger un tort, le paiement des frais de transport au prorata, la distance parcourue. Si vous venez d'Aboisseau à Abidjan, on vous paiera le prix du transport d'Aboisseau à Abidjan. Si vous venez de Mans à Abidjan, on vous paiera le prix du transport de Mans à Abidjan. Donc la péréquation du transport vient corriger une forme de dysfonctionnement qu'on avait nous-mêmes laissé dans le système depuis la réforme. Autre fait souligné au cours de cette rencontre, l'objectif affiché de porter la production de café à 200 000 tonnes à l'horizon 2020. Plusieurs véhicules ont été saisis par la police nationale. Il s'agit de véhicules de transport en commun interdits d'accès à la commune du Plateau. Des actions menées dans le prolongement de l'opération Épervier 2. C'est un reportage signé Abou Sanogo. Pont Général de Gaulle. Plusieurs véhicules de transport en commun saisis par la police nationale décidés à assainir la commune du Plateau. Outre la lutte contre le grand banditisme et la petite délinquance, la police nationale veut faire appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir celle interdisant à tout véhicule de transport en commun d'accéder au plateau ou de passer par le pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. L'opération dirigée par le commissaire Alali Kouassi
commandant de l'ordre public et de la sécurité routière, vise à donner à la commune du Plateau son lustre d'antan. 80% des accidents de la voie publique sur le boulevard Lagunaire sont provoqués par ces Bakala qui roulent à vive allure. Nous ne voulons plus de cela sur les deux ponts. Et désormais, ce ne serait plus des émissions de papillons. Maintenant, nous allons donc établir des PV de contravention. Monsieur le procureur de la République sera saisi. Il va décider donc de l'amende de composition et qui sera payée au trésor par ces usagers-là. La seconde opération va consister à lutter contre l'incivilité sous toutes ses formes et à traquer tous les véhicules avec des plaques banalisées et autres vitres teintées. Il y a des gens, entre autres des artistes, qui mettent carrément leur nom en lieu et place de la plaque d'immatriculation et ceux-là seront traqués. Et ces véhicules à immatriculation fantaisiste seront conduits directement au guichet unique automobile pour qu'ils se mettent à règle. Nous allons commencer à traquer ceux qui urinent un peu partout. Il y a des gens qui n'ont pas les bons moteurs, qui émettent des fumées, empêchant une visibilité aux usagers qui suivent. Et ceux-là aussi seront traqués. Également, des gros porteurs, entre autres les ramasseurs de sable, de gravier et d'ordures, qui déversent tout sur les passages. Désormais, ces véhicules-là seront pourchassés et les conducteurs reviendront sur les pas pour ramasser ce qu'ils ont déversé. Ceux qui ne respectent pas le code de la route, ceux qui roulent en sens inverse, ceux qui roulent sur les trottoirs, nous allons les discipliner. L'opération sera permanente. Elle est menée par le groupement d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan et l'unité de régulation de la circulation. Ces véhicules saisis sont mis en fourrière dans la cour du commissariat de police du 4e arrondissement de Trècheville. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, a un nouveau président depuis le 5 août dernier. Olivier Hiro et son bureau ont été rencontrer la ministre de la Communication. Il a présenté sa vision à la tutelle avant de solliciter un appui institutionnel. Franck Wadio. Élu le 5 août dernier, nouveau président de l'Union des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, Olivier Hiro et son bureau sont à la tâche. Mais avant d'aborder les principaux chantiers, une rencontre avec la tutelle, le ministère de la Communication. Échange de bons procédés, mais surtout dérouler la vision. Pour l'OJPCI, les conditions sociales des journalistes et la formation sont les grandes préoccupations. Nous venons nous poser comme un générateur de projets, mais aussi pour défendre le journaliste ivoirien qui veut marcher en toute verticalité. Aujourd'hui, le journaliste ivoirien est dans une crise de l'image, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on pourra très vite résorber dans la mesure où le journaliste a besoin de formation. Un challenge immense a reconnu le ministre de la Communication Bamba Foussata Lamine qui exhorte les journalistes à la cohésion, mais surtout à être les porte-parole de leurs pairs quant à l'application de la convention collective. La plus grande des difficultés pour vous, c'est que chaque journaliste puisse vivre de son métier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut que les journalistes soient payés vraiment conformément à la convention collective. Et c'est vous qui pouvez nous aider à faire respecter cette disposition. Une première rencontre qui scelle la collaboration. Notons que le 6 octobre prochain aura lieu la rentrée solennelle de l'Organisation professionnelle des journalistes de Côte d'Ivoire. Pour mener à bien le métier de journaliste, il faut aussi en connaître les règles. L'intersyndicale du secteur des médias a formé des professionnels de la presse. Il a été question de l'application de la convention annexe des journalistes professionnels. Patricia Omoitia. Au cours d'une année, par exemple, vous avez eu des gratifications. Véritable cours de calcul des indemnités et allocations de congés. Des réflexions qui se sont déroulées au cours du séminaire d'évaluation sur l'application effective de la convention collective de la presse privée en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions ont été initiées par les organisations syndicales du secteur et l'État de Côte d'Ivoire pour faire évoluer et évaluer la situation. Notamment l'Organisation des États généraux de la presse en 2012 à Yamoussoukro qui recommande fermement l'application de la convention collective. Le Conseil national de la presse, dans le cadre du contrôle, demandait aux entreprises de presse de lui communiquer donc, les contrats de travail de leurs collaborateurs. On a constaté que par moment, des journalistes apposaient leur signature sur des contrats de travail fantaisistes et que par moment également, ils apposaient leur signature sur des bulletins de paie pour des salaires qu'ils ne percevaient pas. Ça aussi, on a pu le constater. Et chaque fois que le Conseil en a été saisi, des mesures ont été prises, bien évidemment à l'encontre des entreprises de presse fautives, mais également des journalistes qui, par moments, se sont rendus complices de cette fraude. L'objectif est d'apporter de façon définitive des solutions crédibles et performantes sur le processus de modernisation du secteur des médias. Au niveau des salaires, le plus souvent, les gens sont grugés dans l'exécution
du paiement de leur salaire. Nos camarades travailleurs doivent s'intéresser beaucoup plus à la chose syndicale. Au thème de ce séminaire, l'évaluation de l'application effective de la convention collective a été faite à travers un état des lieux objectif. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire forme ses membres. Elles sont 300 jeunes filles diplômées et non diplômées à apprendre les principes et concepts de base afin d'avoir un bon leadership. Leur autonomisation étant un facteur particulièrement important. Grâce Kando. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat révèle qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 900 000 filles âgées de 13 à 34 ans. Mais la plupart d'entre elles vivent dans l'oisiveté. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire veut changer la donne en valorisant leurs compétences. Une formation de 300 jeunes filles, diplômées et non diplômées, est initiée. Pendant 3 jours, elles seront instruites sur les meilleures techniques de recherche d'emploi. Le compendium est un label. On les forme, on leur donne les outils pour dominer la situation dans laquelle elles se trouvent et pour aller de l'avant, mais on les forme à un caractère d'unité, d'union, du vivre ensemble. Si elles ne poussent pas les valeurs de l'amour, de la solidarité et de la détermination que nous véhiculons au compendium, nous ne pouvons pas leur accorder ce label. Une fille peut avoir des valeurs. Tu peux faire une formation théorique au sein de l'université et d'une école, mais si tu ne fais pas la pratique, c'est difficile pour toi de chercher de l'emploi. Comment rédiger un CV, comment faire un entretien, c'est difficile. Donc cette formation est bienvenue pour des jeunes filles diplômées sans emploi. La rencontre a été aussi l'occasion d'inviter les jeunes filles à se mobiliser pour les futures échéances électorales. Nous allons aller vers une autre constitution. Donc il fallait que ces jeunes filles aussi soient informées par rapport à ça. Les jeunes filles sont une frange importante de la population. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire enregistre 12 000 femmes dans sa base de données. Le projet de référendum constitutionnel fait en ce moment la une de l'actualité politique. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire n'y est pas favorable. Son président Pascal Affi-N'Guessan annonce une série de meetings dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Un seul mot d'ordre, dire non à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Hamza Diaby. Pascal Affi-N'Guessan encore face aux journalistes. Ce jeudi, le président de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, qui se dit opposé au projet d'élaboration de la nouvelle constitution, décide de manifester cette opposition par plusieurs meetings. Première étape, samedi 17 septembre à Port-Boué et le 8 octobre prochain, Yopougon abritera le meeting de clôture. L'objectif de cette tournée, de cette campagne, c'est sensibiliser, expliquer les enjeux du projet d'élaboration de la nouvelle constitution et en conséquence appeler tous nos compatriotes à se mobiliser massivement pour que le chef de l'État initiateur de ce projet comprenne que le peuple est majoritairement opposé à ce projet. Puis Affi-N'Guessan ajoute: si d'aventure une nouvelle constitution devait émerger, devait voir le jour, qu'elle soit le fruit d'un large consensus, qu'elle soit l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire dans sa grande majorité et qu'elle fonde donc la stabilité politique et le progrès économique et social de notre nation. Pour finir, le président de l'AFD lance un appel aux militants des partis politiques qui composent l'Alliance des forces démocratiques pour leur présence massive à ces différents meetings. Et c'est tout le contraire au rassemblement des Républicains RDR. Là-bas, la tendance est plutôt pour la nouvelle constitution. Le RDR se donne donc les moyens pour mieux sensibiliser et toucher le maximum de personnes. Le secrétaire départemental adjoint de Daloa a fait des dons en nature et en espèces, histoire de faciliter la mobilité de ses militants de la ville. Cita Soro. 10 motos et un appareil de sonorisation pour le siège du Rassemblement des Républicains RDR de Daloa, c'est le don du secrétaire départemental adjoint de la dite localité, Amaral Fofana.
C'est le premier responsable local du parti à la case verte, le secrétaire départemental Ouattara Bakari, qui a réceptionné ces dons estimés à 4 300 000 francs CFA. Selon le donateur Amaral Fofana, ce matériel va faciliter la mobilité des militants de son parti et celle de la grande famille du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Ceci pour une intense campagne de proximité en faveur du oui à la nouvelle constitution lors du référendum prévu à cet effet. L'acte que nous posons, c'est pour préparer la campagne des référendums parce que nous sommes déjà engagés là-dedans. Et si nous avons fait en sorte que le président soit élu, bien sûr, il faut l'accompagner. C'est lui qui connaît, c'est lui qui sait et toutes les décisions qu'il va prendre pour la Côte d'Ivoire sont bonnes et c'est à nous de les défendre. La remise des motos a été précédée de la restitution des travaux du séminaire sur le programme d'assistance financière aux militants du RDR organisé à la rue Lépic. Le secrétaire départemental Ouattara Bakari, quant à lui, a exhorté les militants à s'approprier ce projet qui montre selon lui que son parti pense à sa base, force de son existence. Même mission à Gagnoa, à 139 km de Daloa, toujours dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le RHDP a installé ses équipes. Les 275 membres sont repartis en 11 coordinations. Leur mission, sensibiliser les populations sur la nécessité d'une nouvelle constitution et aussi sur l'importance des scrutins à venir. Honorine Anigoré. La mission dévolue aux 275 nouveaux membres de la coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, est de mieux les organiser autour du rassemblement pour le référendum ainsi que les échéances électorales à venir. Il s'agit également d'instruire les coordonnateurs installés sur l'ensemble du territoire national afin qu'ils soient outillés pour gérer les échéances électorales à venir. Vous représentez sous la supervision du bureau de coordination au niveau départemental, le RHDP, et vous avez pour mission d'organiser, de mobiliser nos militants dans la région en vue donc de nos victoires politiques, référendum, RHDP, législatives. Mamadou Touré, conseiller spécial chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, le RHDP ne peut pas être seulement l'affaire du directoire. Occasion d'inviter les membres à faire en sorte que la coalition RHDP dans le département de Gagnoa soit une réalité dans une parfaite cohésion sociale. Une délégation ivoirienne a pris part à l'investiture du nouveau président de Sao Tomé et Principe. Le ministre d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, Jano Kwadio Aoussou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur place. Il a traduit le message de félicitations et d'encouragement du chef de l'État ivoirien au nouveau président élu Evaristo Carvalho. Le président Alassane Ouattara souhaite un renforcement des liens et de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays. Aux États-Unis, l'état de santé des candidats à la présidentielle s'invite dans les débats. Après le malaise d'Hillary Clinton et l'annonce de sa pneumonie, elle reprend aujourd'hui sa campagne. Son équipe a publié un long bulletin médical qui dit qu'elle est en bonne santé et en forme pour servir comme présidente. Donald Trump a lui aussi publié son rapport médical. Il dit se sentir aussi bien qu'à ses 30 ans. Herman Guivet. Sur ces images, Hillary Clinton, la candidate démocrate américaine aux élections présidentielles des États-Unis, évacuée par les services secrets et sa garde rapprochée, tandis que la cérémonie de commémoration du 11 septembre suit son cours. Ces faits se déroulaient dimanche dernier à New York, des images qui ont fait le tour du monde et qui ouvrent le champ à la polémique sur la santé des candidats à la présidentielle américaine. Une polémique qui ouvre une boîte de Pandore. L'opinion américaine montre son inquiétude quant à la santé de ses futurs dirigeants. Un malaise de la candidate démocrate Hillary Clinton qui tombe plutôt mal dans une campagne où la course au positionnement en termes de sondage est une sorte de boussole pour les électeurs. Santé solide ou précaire de la candidate démocrate, argument vite récupéré par son rival Donald Trump qui l'accuse de manquer d'énergie et d'avoir constamment besoin de se reposer.
Trump n'a pas dévoilé son dossier médical. Il a dit qu'il allait le faire, mais il annonce beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Donc, nous verrons bien. Il n'a pas publié sa déclaration fiscale, ce que Hillary Clinton a fait. Et beaucoup d'autres choses dans le genre. Les deux candidats à la Maison-Blanche promettent de dire davantage sur leur état de santé. Sur le terrain, Barack Obama, le président démocrate sortant, lui multiplie les échanges de campagne avec les électeurs. Dans le monde du football, la FIFA a classé la Côte d'Ivoire meilleure nation africaine de football. Un changement notable à remarquer du côté des grandes sélections du continent. L'Algérie, première nation africaine au classement depuis plusieurs semaines, est désormais dépassée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Champions d'Afrique en titre, ils assument donc ce statut en se replaçant au 34e rang mondial. Voilà, merci à tous de votre attention et très bonne soirée sur RTI 1.